Bonsoir et bienvenue dans le 7-8, nouvelle semaine d'information locale sur TV78. Nous sommes le lundi 13 novembre, voici les titres. Plus de 105 000 personnes ont défilé hier dans les rues de Paris contre l'antisémitisme. En tête de cortège, deux Yvelinois, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet, le président du Sénat Gérard Larcher, qui était à l'origine de ce rassemblement. D'autres élus du département étaient également présents. Interview. Des jeunes qui parlent aux jeunes. Il y a quelques jours, 4 étudiants de BTS de la Bergerie nationale de Rambouillet ont organisé une conférence sur le sujet du cyberharcèlement dans la salle des lycéens sensibilisés par une capitaine de la police nationale. En France, 20% des adolescents ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Pour la deuxième fois, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines accueillait le Sky Para-TT, un tournoi international de tennis de table handisport. Plus de 260 parapongistes venus de 40 pays se sont affrontés dans l'aire centrale. La délégation chinoise a brillé, la France termine au pied du podium. Et puis les invités du 7-8 en deuxième partie d'émission, zoom sur l'entente Le Chesnay-Versailles. Les deux équipes premières évoluent en National 2 pour les femmes et en National 3 chez les hommes. Retour sur le début de saison, on parlera également des premiers pas en NBA de Victor Wembanyama qui a débuté le basket justement à l'ELCV 78. Et nos deux invités seront tout à l'heure Philippe Pham, le président du club, ainsi que la co-capitaine de l'équipe première féminine, et son nom c'est Marie Dor. Ce sera tout à l'heure dans le 7-8. Mais avec moi dès à présent, il y a Mickaël Elmidoro, bonsoir. Bonsoir, de la rédaction très beau programme sport de TV78, gros programme sport. Et justement, avec vous, on va parler de l'actualité sportive dans le département, notamment des résultats. On va parler de quoi On parlera notamment football avec la victoire 6-0 de Versailles en national. Et on aura également dans quelques instants des mots de Louis Burton, le skipper originaire de Rambouillet qui fait actuellement la Transat Jacques Vabre. Il nous a envoyé une petite vidéo, vous verrez dans un instant. C'est exclusif, il a fait cette vidéo juste pour les téléspectateurs de TV78. Ce sera tout à l'heure dans le 7-8, mais on va d'ores et déjà parler des infos du jour. Avec Mickaël d'abord, cet accident survenu en fin de matinée qui a très fortement impacté la circulation sur l'autoroute A12. Un accident impressionnant s'est produit en fin de matinée sur l'autoroute à la jonction de l'A12 en direction de la province. Dans le virage juste avant la ligne droite qui longe l'aérodrome de Saint-Cyr-l'École, un poids lourd a perdu le contrôle et s'est retrouvé en équilibre sur le parapet. L'arrière du véhicule suspendu au-dessus de la chaussée. Une voie a été fermée pendant plusieurs heures pour permettre l'intervention des secours, créant d'importants bouchons. À 17h, la route a finalement été rouverte pour le plus grand bonheur des automobilistes. Voilà pour cet accident à la jonction de l'A12 avec la 13. Petite pensée à notre collègue Clara de Frutos qui est restée bloquée pendant plusieurs heures dans cet accident. Alors l'image marquante du week-end justement, Mickaël, on en parlait dans les titres, plus de 100 000 personnes ont défilé ce dimanche à Paris lors de la marche contre l'antisémitisme. En tête de cortège, deux Yvelinois, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Unis contre l'antisémitisme, la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet et le président du Sénat Gérard Larcher ont mené ce dimanche le cortège de la marche pour la République et contre l'antisémitisme dont ils sont à l'initiative. À leur côté, de nombreux élus yvelinois étaient également présents, notamment la sénatrice Martha de Cidrac ou encore le député de la 12e circonscription Carl Olive. Plusieurs maires du département ont aussi fait le déplacement, parmi eux Pascal Thévenot, le maire de Vélizy-Villacoublay. Ça me semblait important de rappeler à la fois notre attachement aux valeurs de la République. Moi, j'étais agréable, alors pas surpris, mais satisfait qu'il y ait beaucoup de monde et surtout que ça soit une marche sereine, digne, avec des chants de la Marseillaise, un respect de chacun. Finalement, les républicains, les Français, les citoyens qui se retrouvaient pour dire qu'ils étaient attachés aux valeurs de la République et que l'antisémitisme n'avait pas sa place. L'objectif de cette marche, réaffirmer la lutte contre l'antisémitisme. Depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, plus de 1200 actes anti-juifs ont été recensés en France. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a également été victime de ces actes antisémites. Toujours dans ce contexte de guerre entre Israël et le Hamas, un appel à la paix et au cessez-le-feu était organisé samedi du côté des Mureaux. Près de 300 personnes ont manifesté pour la paix à Gaza ce samedi, organisé par le collectif Blouse Blanche.
et libertés fondamentales. La manifestation avait pour but de soutenir les Palestiniens victimes du conflit, mais aussi les civils juifs et les chrétiens orthodoxes. On veut la paix pour tout le monde, ont scandé les manifestants apolitiques et citoyennes. La manifestation n'avait pas pour but de contrer le rassemblement contre l'antisémitisme de dimanche à Paris. On reste au Muro, tout autre chose, Mickaël. Demain, le salon Itonomie Habitat ouvre ses portes au public. Alors vous connaissiez certainement le salon Itonomie, mais cette année, c'est la première édition du salon Itonomie Habitat. Le thème du salon cette année, un habitat inclusif pour les personnes âgées ou porteuses de handicap. L'habitat est aujourd'hui perçu comme un facteur décisif de la qualité de vie. Le salon est organisé par le département des Yvelines ainsi que le département des Hauts-de-Seine dans le but de promouvoir un habitat accessible et adapté à tous. Le salon réunira près de 40 exposants déclinés en 4 univers, les aménagements, les services et la vie sociale, les solutions d'habitat-service et les financements. Pour les intéressés, rendez-vous mardi 14 novembre dès 9h à l'Oxygène Factory des Mureaux. Et puis à Chanteloup-les-Vignes, les Restos du Cœur ont investi leurs nouveaux locaux. L'antenne locale des Restos du Cœur a inauguré ces nouveaux locaux aménagés par la ville. Ils se situent rue d'Andrézy dans l'ancien carrefour Contact. Après plusieurs déménagements ces dernières années, l'association a enfin son adresse définitive et un bâtiment flambant neuf. Avec ces nouveaux locaux, les bénéficiaires de l'association et les bénévoles pourront profiter de meilleures conditions d'accueil avec un réfectoire, un bureau administratif ainsi que des vestiaires. L'association est aujourd'hui présente dans une vingtaine de communes yvelinoises. Merci Mickaël, et si vous aussi près de chez vous, vous êtes témoin d'une actualité qui vous fait réagir dans les Yvelines, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news. Il y a quelques jours, c'était la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur, notamment avec le poids et des réseaux sociaux. Et pour parler du sujet, des jeunes d'un BTS de la Bergerie nationale à Rambouillet ont organisé une conférence sur cette thématique du cyberharcèlement qui touche une famille sur 4 en France. Dans la salle pour animer cette conférence face à 155 lycéens, la capitaine de police Katia Landais du commissariat de Rambouillet. Le reportage de Julien Leroy. Nous avons choisi ce thème car il concerne un grand nombre d'adolescents dans un monde où la connectivité est présente. Des jeunes pour parler avec des jeunes du cyberharcèlement. Dans le cadre de leur projet d'initiative et de communication, ces 4 étudiants en 2e année de BTS agricole ont organisé une conférence à la Bergerie nationale de Rambouillet. Tabou, dépression et suicide, une réalité présentée face à 155 auditeurs majoritairement lycéens ce jeudi 9 novembre. On a décidé parce que il y a beaucoup d'élèves maintenant qui se font harceler, c'est souvent le cas. Et on s'est dit que l'exposé, peut-être ça aiderait des personnes à en parler. Et en plus, on a fait ça le 9 novembre où c'est le jour contre le harcèlement. Parce que des fois, on a honte, on se dit, on abuse un peu, ça se trouve, c'est pas de l'harcèlement, ou justement, on se moque encore plus parce que on dit qu'on se fait harceler alors que d'autres gens, ils pensent que non. Définir ce type de violence ou savoir comment mieux s'en protéger. Pour animer cette rencontre, ces étudiants ont convié la capitaine Katia Landais de la police nationale de Rambouillet. Des discussions interactives pour mieux prendre conscience des répercussions psychologiques. La majorité des cas de cyberharcèlement trouvent leur origine au sein des établissements scolaires. C'est d'ailleurs ce que je leur explique. Je leur dis que le harcèlement a été inventé avec l'école, mais que s'il prend autant d'ampleur de nos jours et s'il est aussi grave en conséquence, puisque malheureusement les cas de suicide sont très nombreux, c'est parce qu'il se nourrit des réseaux sociaux et de l'usage qui peut être fait des téléphones. J'ai appris la différence entre cyberharcèlement, harcèlement et tout ça. J'ai appris les conséquences qu'il peut y avoir et tout ça. Non, franchement, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est quelque chose qui est quand même assez handicapant et qui bloque et qui ferme pas mal de portes. Donc je pense que oui, actuellement, c'est quelque chose qu'il faut encourager les jeunes à aller voir et discuter. Pas forcément force de l'ordre premièrement, mais déjà discuter auprès de sa famille, auprès de ses amis. Le phénomène du cyberharcèlement prend de plus en plus d'ampleur. Selon un récent sondage, une famille sur 4 aurait déjà été confrontée à ce fléau. On parlera de nouveau de cyberharcèlement demain dans l'invité du 7-8. Si le monde de l'aéronautique vous intéresse, le groupe d'ingénierie français Segula Technologies, basé notamment à Trappes, organise un grand job dating. Il se déroule demain en Ile-de-France. Plus de 50 postes sont à pourvoir. Les explications avec Sonia Fausse, qui est directrice adjointe des ressources humaines, interrogée par Régine Ralèche.
Ce sont des rencontres informelles, sous la forme de portes ouvertes au sein de nos agences ou alors d'afterwork. Et ça permet aux candidats de rencontrer nos managers, nos directeurs et nos chargés de recrutement. C'est l'occasion pour nous d'expliquer les métiers du groupe, d'expliquer les profils que nous recherchons et aussi de commencer à parler de parcours de carrière avec ses futurs potentiels collaborateurs. Nous recherchons 50 profils aéronautiques en Île-de-France en CDI. Nous recherchons des profils d'ouvriers qualifiés et de techniciens, notamment des ajusteurs-monteurs, des câbleurs, des approvisionneurs. Et nous recherchons aussi des profils ingénieurs, notamment des chefs de projet ou des ingénieurs qualité pour accompagner notre développement. Ça se passera donc demain, mardi 14 novembre, de 17h à 20h, au Jungle Arch, qui est un bar qui se trouve à Nanterre. Et justement, on aime cette proximité avec les candidats et avoir cet échange dans un lieu externe pour renforcer l'échange informel. J'encourage donc toutes celles et ceux qui sont intéressés ou juste curieux par le secteur aéronautique à nous rejoindre demain, à en savoir plus sur nos métiers, à en savoir plus sur l'évolution de l'aéronautique et peut-être à envisager une carrière chez Ségula Technologies. L'heure du sport à présent dans le 7-8. Et on débute, Mickaël, avec un grand tournoi handisport. Après avoir accueilli l'événement pour la première fois en 2022, le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines a accueilli pendant 4 jours le Sky Para TT French Open, un tournoi international handisport de tennis de table. Plus de 200 pongistes étaient présents pour l'occasion, des images de Julien Leroy. Le monde du paratennis de table était à Saint-Quentin-en-Yvelines. Pendant 4 jours, le Vélodrome national a accueilli plus de 260 parapongistes venus de 40 pays à l'occasion du Sky Para TT. Ce rendez-vous était organisé pour la 2e fois dans la structure, au programme des centaines de matchs avec 22 classes de handicap, 11 pour les hommes et 11 pour les femmes. Cette compétition, c'est l'une des plus grosses compétitions de l'année. C'est même plus dur que les championnats du monde de l'année dernière. Parce que déjà, il n'y avait pas les Chinois l'année dernière. Cette année, ils sont venus à 3 par catégorie minimum. Mais ça fait du bien de voir un tel niveau dans une compétition et voir vraiment ce qu'on vaut. Sur le plan sportif, ce rendez-vous labellisé par la Fédération internationale était qualificatif pour Paris 2024. Ils sont tous là pour ça en fait. Voilà, on a eu des matchs très tendus puisque c'était des points à aller chercher. C'est les derniers points de 2023. Ceux qui réussissent à gagner des points sur ce tournoi-là peuvent être tranquilles pour la fin de la qualification. Par contre, les autres doivent continuer à faire des tournois. Un rêve pour beaucoup de sportifs du 78. Dans les Yvelines, Lucie Autière, Julien Michaud, Yurik Adjal espèrent faire partie de l'aventure pour les Jeux Olympiques. On est tous un peu dans les starting blocks pour les Jeux, donc ici tout le monde vient pour maximiser les points. On est beaucoup de Français sur la liste, en liste d'attente, il y a beaucoup de concurrents, mais on est là et puis et on verra bien dans quelques mois. Mais au final, comme je te dis, sans pression, je fais mon petit bonhomme de chemin, j'avance, je me rends compte qu'il faut y aller step by step. Au tableau des médailles, la Chine termine première avec 38 médailles dont 15 en or. La France est au pied du podium, à la 4e place avec 10 médailles dont 2 en or. C'est l'occasion de faire monter l'engouement vers les Jeux Olympiques et Paralympiques. On a vu, il y a encore du chemin pour rejoindre les Chinois, qui sont très forts en paratennis de table. Justement, Mickaël, on va continuer de parler des Jeux Paralympiques et on connaît d'ailleurs le parcours de la flamme paralympique. Le comité d'organisation des JO Paris 2024 l'a annoncé vendredi dernier. 2 villes des Yvelines seront sur le parcours de la flamme paralympique le 27 août. Il s'agit d'Oudan, une ville qui s'engage pour l'inclusion, et Montigny-le-Bretonneux avec le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, un site qui va accueillir les épreuves de paracyclisme sur piste. La flamme partira d'Angleterre, berceau symbolique du sport paralympique, et passera par plus de 50 villes et sera portée par 1000 personnes. Oudan et Montigny-le-Bretonneux doivent désormais proposer le nom de 2 sportifs au comité d'organisation pour porter cette flamme. Leurs identités seront dévoilées en janvier 2024. Le football et une victoire pour le FC Versailles. Versailles a même largement gagné contre Nîmes sur le score de 6-0. On avait un peu peur de ce match après le départ précipité de leur entraîneur Laurent Perelade la semaine dernière, et finalement cela ne les a pas vraiment déçus.
déstabilisés en supériorité numérique pendant une grande partie du match. Après 2 cartons rouges du côté de Nîmes, les joueurs de la Cité Royale ont marqué par Mehdi Balouj, Lassana Diakabi, Jérémy Lenz, Chris, Kevin, Nadjé et enfin Mondi Prunier. Seul bémol de cette soirée, ils ont eux aussi reçu un carton rouge à la 62e minute de jeu. Au classement, Versailles est désormais 9e. Donc le choc psychologique a fonctionné. Apparemment, il a l'air d'avoir fonctionné. Ça va se poursuivre. Ça va se poursuivre sur la durée, voilà. On continue par du basket. Dans le championnat de National 3, le derby qui opposait Trappes au Chénet Versailles a tourné à l'avantage des trappistes. Ils se sont imposés 88-80 sur leur parquet contre l'ELCV 78. De son côté, Château-Croissy s'est incliné 71-65 à domicile contre Saint-Martin-les-Boulognes. Au classement, Trappes est 8e, le Chénet Versailles est 13e et Château-Croissy est 14e et bon dernier. Et on parle dans un instant bien sûr du club de l'ELCV 78. Nos invités vont nous rejoindre dans un instant. Et un mot de handball à présent. Dans le championnat de pré-national, Plaisir-les-Clés en difficulté depuis le début de la saison recevait Courbevoie, une autre équipe en difficulté. Dans ce match, ce sont finalement les joueurs des Hauts-de-Seine qui se sont imposés sur le score de 32-21 face aux Yvinois. Le résumé du match, des images de Julien Leroy. C'était le match des mal classés. Ce dimanche 12 novembre, le club de Plaisir-les-Clés, dernier du classement, recevait l'avant-dernier Courbevoie. Un match en jeu pour la suite de la saison de pré-national. En première période, les Yvinois ont du mal dans la construction offensive et surtout dans l'animation défensive. Le score à la pause, 17-8 pour les visiteurs. On a été absent sur tous les domaines, défensivement et offensivement. L'adversaire nous a posé un problème défensif avec une défense 1-5. On commence bien le match, après on n'a pas su répondre tactiquement, offensivement et défensivement à ce que l'équipe adverse nous proposait. Donc ça a été compliqué par rapport à ça, on ne s'est pas adapté. Au retour des vestiaires, Plaisir-les-Clés tente de revenir au score mais n'arrive pas à combler le retard de la première période. Pire, les joueurs des Hauts-de-Seine continuent d'accentuer leur avance. Le score final est sans appel, 32-21. Face à une équipe qui était classée juste devant nous, je ne m'attendais pas non plus à avoir ce genre de partie. C'est vrai que là, il y a eu vraiment une différence de niveau entre Courbevoie et nous qui a été assez impressionnante. C'est compliqué un peu ce début de saison, mais voilà, on travaille, c'est un peu mieux. Mais voilà, il y a toujours des choses à changer et on ne va pas arrêter de travailler pour remonter et se maintenir, c'est le plus important. Après ce résultat, le club de Plaisir-les-Clés est bon dernier du classement avec 5 points de retard sur l'avant-dernier. Les joueurs devront rebondir rapidement dans ce championnat de pré-national. Les Yvinois joueront le samedi 25 novembre à 20h30 à domicile contre l'équipe de Palaiseau, les premiers du classement. Un exploit serait le bienvenu. Handball toujours, les féminines de Montigny-le-Bretonneux jouaient également ce week-end. Dans le championnat de National 2, Montigny-le-Bretonneux n'a pas réussi à s'imposer ce samedi soir sur son terrain contre Tourcoing. Les Igny-Montaines se sont inclinées 23-17. Au classement, les Saint-Quentinoises font du surplace. Elles sont à la 8e place du championnat après 9 journées. On va prendre le large à présent pour parler de la Transat Jacques Vabre. Un Yvelinois est encore en course pour cette course transatlantique. C'est Louis Burton, le skipper originaire de la Selle-les-Bordes à côté de Rambouillet, est actuellement à la 26e place du classement au dernier pointage. Il est au niveau des îles Canaries avec son coéquipier Davy Baudard. Il nous a enregistré une vidéo depuis son bateau Bureau-Vallée. Regardez. Salut les Yvelines. Salut. Bienvenue à bord de Bureau-Vallée. Vous voyez Davy à moitié nu parce qu'il s'est fait passer dessus par une vague. Voilà, tout va bien. On est sorti des îles Canaries. On a remonté quelques places depuis notre tonalité depuis le départ et puis maintenant on arrive dans l'Alizé. Caractéristique de l'Alizé, il y a du vent, il fait beau, chaud. Ça va vite. Et le bateau va vite. Exactement. Je pense qu'on pourrait leur montrer un peu l'extérieur. Et on va aller voir dehors. Alors attention, il y a des vagues. Tout l'enjeu c'est que je me fasse pas tremper aussi. Voilà, donc le bateau vole. Quand même pas mal. Avec des pointes de l'ordre de 28, 29 nœuds. C'est très rapide. Bon, j'espère que ça vous plaît. Nous, on va bientôt voir les premiers poissons volants. On aura des images. À bientôt.
il devrait arriver d'ici une dizaine de jours en Martinique. Si tout va bien, bien sûr. Le meilleur résultat sur cette course, d'ailleurs, sur la course virtuelle, c'est vous en rédaction qui menez actuellement les débats, Mickaël, puisqu'il y a une petite application. Je ne me prononce pas trop vite pour l'instant. Voilà, je suis dans le peloton. Oui, il y a une petite application qui permet de retracer cette course virtuellement. Merci en tout cas pour toutes ces informations. Et juste avant de passer aux invités du 7-8, on va jeter un coup d'œil aux prévisions météo de demain. Des températures qui seront encore douces pour un mois de novembre. Demain mardi, dans les Yvelines, comptez 13 degrés à Mantes-la-Jolie, 12 à Versailles, 11 degrés à Houdan et Rambouillet. Le ciel sera nuageux. L'après-midi, il pleuvra dans le quart sud-est des Yvelines. Il fera 12 degrés à Rambouillet, 13 dans les secteurs de Versailles et Houdan et 14 degrés dans le nord du département autour de Mantes-la-Jolie. Et ce mardi 14 novembre, nous fêterons les Sidoines. Tout de suite, les invités du 7-8. Et on va parler basket avec nos deux invités qui nous ont rejoints tous deux du club de l'Entente Le Chesnay-Versailles. Bonsoir Philippe Pham. Bonsoir. Président du club, et vous êtes accompagné de Marie Dors. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes vous co-capitaine de l'équipe première féminine de l'Entente Le Chesnay-Versailles. On va avoir l'occasion de parler de la saison des féminines, la saison aussi de l'équipe masculine. On aura l'occasion d'en dire un mot. Et pourquoi pas aussi parler de Victor Wembanyama puisqu'il a démarré sa carrière du côté de votre club. Bon, on va commencer justement avec l'équipe féminine pour voir peut-être le classement s'afficher de cette poule D de National 2 féminine. Après 8 journées, l'équipe donc de l'Entente Le Chesnay-Versailles compte 6 victoires pour 2 défaites. Vous êtes actuel deuxième de votre poule et le dernier résultat, on le précise, c'était ce week-end, une victoire 63-56 contre Neuville-en-Ferrand. Déjà peut-être un retour sur ce match. Comment s'est passée justement cette rencontre ? Alors déjà c'était une rencontre très importante pour nous parce que on joue le maintien cette année et c'est une équipe qu'il fallait battre à domicile. C'était un match assez compliqué qui a été assez serré, mais on a su maintenir le cap. On a eu une force mentale qui nous a permis de remporter ce match ce week-end. Vous avez pu assister à la rencontre, Philippe Pham ? Non, j'ai écouté, j'ai suivi un live, mais je n'étais pas sur place. Néanmoins, comme Marie le dit, c'est vrai qu'il y a une force mentale, une cohésion d'équipe importante qui fait qu'en fin de match, la différence se fait. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui, au contraire, est encore à améliorer, selon vous ? Selon moi, ce qui a fonctionné, c'est notre défense. On a une équipe assez homogène et donc on est assez agressif en défense, ce qui nous permet d'avoir ces victoires. Et ce qui a progressé, ça va être notre régularité en attaque et du coup pour être plus régulière et on marquer plus de paniers. Début de saison réussi, Philippe Pham, si on fait le bilan, alors on n'est qu'à 8 journées, mais je disais 6 victoires, 2 défaites, une deuxième place pour le moment dans cette poule de National 2. Oui, absolument, c'est un magnifique résultat, compte tenu qu'il faut savoir qu'à l'intersaison, nous avons perdu des joueuses cadres, une très importante qui a arrêté sa carrière, et en plus c'était une intérieure, donc forcément c'est compliqué à remplacer, et puis 2 autres qui nous ont quittés provisoirement pour, je dirais, travailler pour la nation, et pour nos retraites également. Donc en réalité, on leur souhaite beaucoup de bonheur et de plaisir dans le cadre de leur future maternité. Mais c'est vrai que du coup, cette année, comme l'a dit Marie, est une année de transition, car on ne peut pas, je dirais, remplacer des joueuses cadres comme ça instantanément d'une saison sur l'autre. Donc en réalité, l'objectif, c'est de se maintenir. Alors pour le moment, on est dans les playoffs, mais le championnat est long. Notre objectif n'est pas d'être dans les playoffs parce qu'on n'a pas la capacité, je dirais, en termes d'effectifs d'y aller, parce que la saison est déjà longue. Et les playoffs, il suffit d'une blessée, il suffit d'une indisponibilité pour que, je dirais, malheureusement, les résultats s'en trouvent totalement altérés. Donc en réalité, notre objectif, c'est de bien figurer honorablement, de gagner chaque fois que nous pourrons gagner, mais on ne doute pas que ça va être difficile en fin de saison parce que par manque de carburant, comme on dit, il y a un risque effectivement que la fin de saison soit plus difficile. Mickaël ? Mais quand on regarde le classement, finalement, vous êtes deuxième, ça se passe plutôt bien. Est-ce que vous relevez pas quand même les objectifs par rapport à la saison ? En fait,
sportivement, moi, en tant que président, je dis toujours aux filles... d'assurer le maintien. D'assurer le maintien. Maintenant, si on va jusqu'au bout, on ira jusqu'au bout, parce qu'encore une fois, avant tout, ce sont des compétitrices. Et puis, moi, j'ai joué aussi à haut niveau, et il n'y a pas de raison que ce soit différent. Pour autant, ça ne serait pas très raisonnable, compte tenu, effectivement, du manque d'effectifs que nous avons cette année. Et surtout que les playoffs, derrière, je dirais, c'est à la fin d'une saison qui est déjà très longue, avec un risque de blessure. Par exemple, là, si nous avions une blessure parmi les joueuses cadres actuelles, ça pourrait éventuellement changer totalement la physionomie du championnat pour nous. Donc, je crois qu'il faut être réaliste et ambitieux, mais avec mesure. Donc, pas d'objectif de play-off, on l'a bien compris. Alors, comment ça se passe justement la vie de groupe? On a compris que vous aviez perdu des cadres à l'intersaison. Comment ça se passe? On a récupéré un groupe plutôt jeune et dynamique. On a tout de suite eu une bonne cohésion et une bonne entente dans le groupe, et c'est ce qui nous permet d'être à la 2e place aussi cette saison à l'heure actuelle. Voilà, on a su fédérer un nouveau groupe, et voilà, on est dans la continuité, et on compte reformer un groupe pour les saisons à suivre. Toujours avec le même coach? Toujours avec Vinko Bardic. Vinko Bardic, et puis Julie Robig-Fam en tant qu'assistante. Et il faut dire que pour nous, c'est l'ensemble de la team qui mérite ce classement. C'est-à-dire, c'est à la fois les joueuses, mais c'est le staff technique aussi, parce qu'ils travaillent beaucoup avec de la vidéo, ils font du scouting, comme vous le savez. C'est-à-dire que tout en étant un club amateur, à un niveau amateur, en réalité, les choses sont prises très au sérieux et le travail paye. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne avec Vinko Bardic depuis toutes ces années? Alors, si je ne me trompe pas, il est au club depuis 7-8 ans, même plus, puisqu'il a commencé par entraîner les garçons et les coacher, et puis ensuite il est venu sur les féminines, et c'est presque une histoire d'amour avec Vinko, parce qu'en réalité, on sait très bien qu'il est très difficile de conserver un coach de nombreuses années. Pour des raisons diverses et variées, il y a toujours des aléas qui font que malheureusement les chemins se quittent un jour ou l'autre. Et en réalité, avec Vinko, nous avons trouvé une alchimie commune qui fait qu'il se trouve bien dans ce club. Il aurait la capacité de coacher bien plus haut, mais il ne le souhaite pas pour des raisons familiales, personnelles. Il se trouve bien dans ce club qui est un club familial, même s'il dispose d'une certaine dimension, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et du coup, ça le satisfait, parce qu'en plus, il forme des jeunes qui lui permettent aussi de pouvoir démontrer son savoir et de le mettre en application. Voilà. Alors le prochain match pour vous, c'est samedi prochain, un déplacement sur le parquet des Panthères de Mulhouse Basket Alsace. Comment vous l'abordez, ce déplacement ? On l'aborde, on part en déplacement, on part toujours pour une victoire, on va donner le maximum sur le terrain, et voilà, on y va vraiment pour donner le maximum, et on verra ce qu'on pourra donner, et on espère la victoire à la clé. On vous souhaite bonne chance pour cette rencontre. Peut-être un mot aussi sur l'équipe nationale 3 masculine, alors qui est dans une situation un peu différente que les féminines, puisque cette équipe masculine est 13e sur 14 après 9 journées, 2 victoires pour 7 défaites. Elle a perdu, on disait tout à l'heure, le derby des Yvelines, on peut le dire, face à Trappes ce week-end. Comment vous analysez le début de saison de l'équipe masculine ? Le début de saison est difficile. Alors, il est vrai qu'à l'origine, en fin de saison dernière, nous restions en pré-national. Et puis, il se trouve que la Fédération française de basket a demandé, a dit qu'elle a loué ce qu'on appelle wildcard, c'est-à-dire des montées sur dossier. Et c'est vrai que comme nous avions terminé 4e de l'Île-de-France, qui est une grosse, je dirais, région, en termes à la fois quantitatif et qualitatif, et puis que le LCV est un club, je dirais, référent, eh bien, notre dossier est passé, et donc nous sommes montés en National 3, on l'a pris, je dirais, en juin-juillet, alors que l'équipe avait déjà été constituée. Bon. Mais pour autant, si on regarde les résultats, bien sûr, il y a de nombreuses défaites, mais des défaites pour la plupart, sauf une où il y a eu un écueil, mais de 2 à 10 points. En réalité, en basket, on sait que 2 à 10 points, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire que ça peut basculer d'un côté comme ça peut basculer de l'autre. Il aurait suffi qu'on gagne 2 matchs de plus et on était au milieu du tableau. Et comme ce championnat est long, puisqu'il y a 14 équipes dans la poule, en réalité, on n'est qu'à un tiers du championnat, donc rien n'est perdu. On a d'ailleurs essayé de motiver l'équipe en lui faisant prendre conscience qu'elle avait des ressources. D'ailleurs, le match précédent qui avant Trappes était Biorel à domicile, qui était haut de tableau,
et que nous avons battu. Perdu d'un point, non Gagné même. Nous avons oui. gagné après un match extrêmement serré, et c'est sur la fin, comme un peu au niveau des féminines, que la ressource, je dirais, de cohésion s'est trouvée, et que nous sommes repassés devant, alors que nous avions mené 3 cartons sur 4, et on voit qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'effectivement ça bascule du bon côté par rapport au mauvais côté. Donc en réalité, moi en tant que président, je reste confiant, la team reste confiante. Et puis malgré tout, le sport est ainsi fait que une saison ça peut marcher, puis une autre saison ça peut ne pas l'être. Et en réalité, c'est la loi du sport. La saison est longue dans les deux sens. On parlait de ça pour les féminines, c'est également le cas pour l'équipe masculine. Je vais parler avec vous aussi de Victor Wembanyama. Je pense que ça vous dit quelque chose. Mais juste savoir déjà, alors on en parlait déjà avec vous, Philippe Pham, de ce petit est devenu grand, puisqu'il a fait ses débuts en NBA. Il a fait ses premiers pas en basket du côté de l'Entente Le Chêne et Versailles, même si par la suite il a été formé du côté de Nanterre. Est-ce que vous en parlez de Victor Wembanyama au sein de l'effectif? Est-ce qu'il y a un engouement dans le club de voir un Français briller en NBA? Alors il brille individuellement, un peu moins collectivement. On aura peut-être l'occasion d'en parler. Bien évidemment, on en parle et on en discute. C'est un jeune qui a été formé au club et tout le monde le suit et le soutient au sein du club. Philippe? Oui, effectivement, mais comme je vous l'ai dit, il a fait ses premiers pas chez nous, mais en réalité, c'est le club de Nanterre, et il faut rendre à César ce qui lui appartient, qu'il a vraiment formé avant qu'il prenne, je dirais, ses premiers contrats pro. Victor, moi je l'appelle Victor parce que je le connais bien, est hors norme, c'est-à-dire que même en NBA, ils n'ont pas encore mesuré sa capacité, et même le coach Popovic, qui est un coach, je dirais, iconique, je veux dire, il est respecté de tout le monde. Il a même avoué au dernier match cette nuit qu'en réalité, il n'avait pas encore trouvé le moyen d'utiliser toutes les capacités de Victor, parce que c'est la première fois qu'il y a, je dirais, un joueur de ce type. Alors bon, il met quand même en moyenne 20 points en tant que rookie. Il a une moyenne de 19,7 points depuis le début de la saison. Alors on va pas chipoter. Voilà, très précisément. Une moyenne de 20 points pour un rookie, c'est-à-dire une première année. Il est premier de draft quand même, donc il se doit. Bon, il a fait un match extraordinaire contre les Suns avec 38 points. Où là, il a vraiment démontré toutes ses qualités. La problématique qu'il rencontre, c'est qu'il est dans une équipe formatrice, qui a beaucoup de jeunes, où beaucoup de Français sont passés. Je rappelle que Tony Parker, il a ses 4 bagues aux Spurs. Avec les Spurs. Donc en réalité, c'est l'intérêt d'avoir été drafté par je dirais, les Spurs. C'est d'ailleurs Popovic le souhaitait. Il a fait en sorte de pouvoir être le premier qui choisit. Mais il aurait besoin d'avoir avec lui un vrai meneur qui lui permette effectivement de pouvoir s'exprimer, parce que là, il doit créer. Victor est un créateur, mais un créateur, je dirais, à sa stature et à sa hauteur, il faut quelqu'un pour l'aider. Il serait dans l'équipe de Doncic, je vous dirais que ça serait autre chose. Oui, juste pour préciser, les Spurs comptent, après 10 matchs, 7 défaites, 3 victoires, seulement une 13e place. Mais vous le disiez, finalement, individuellement, quand on regarde, c'est le premier rookie depuis Shaquille O'Neal, quand même, accumulé 85 points, 35 rebonds et 10 contre. On a envie de dire, début de saison individuel réussi, c'est plus collectivement où il est un peu seul dans cet effectif. Voilà, mais en réalité, on le savait, je dirais, tout le monde le savait, les Spurs sont en reconstruction depuis qu'ils ont quitté le haut du pavé, et Popovic travaille avec des jeunes, mais qui ont beaucoup de qualités, sauf que ce sont des turbos qui jouent plutôt individuellement que collectivement. Donc en réalité, Victor, lui, qui est un créateur, il est plus passeur d'ailleurs dans le cadre de cette équipe qu'il n'est réalisateur, même s'il met 20 points en moyenne par match, il pourrait en mettre beaucoup plus si effectivement il avait plus de personnes à son service, entre guillemets, et en particulier un vrai meneur, car il n'y a pas de vrai meneur au niveau des Spurs, mais je pense que ça changera d'ici quelques temps. Très rapidement, Marie, puisqu'il nous reste 30 secondes, vous y croyez à Victor Wembanyama en NBA? Il va continuer son éclosion? Oui, bien évidemment, j'y crois. Bon, on lui souhaite tout le mal qu'on peut lui souhaiter. On suit bien sûr Mickaël sa carrière avec grande attention. Très rapidement, il nous reste une minute. Est-ce qu'il va venir vous voir peut-être dans les prochains mois, les prochaines années? Il est trop pris. Non. C'est pas prévu, pas pour l'instant. Non, c'est pas prévu. Enfin, il est tellement, je dirais, demandé. Et puis en plus, il est tellement sollicité par tout le monde, les médias, mais aussi le monde sportif. Non. Et puis, je crois qu'il faut laisser vivre sa vie
je dirais américaine pour le moment, il a besoin de s'y adapter parce qu'il est encore très jeune. D'ailleurs, sa maman ou son papa l'accompagne en alternance, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il a un frère et une sœur qui sont en France et qu'il faut bien aussi s'en occuper. Merci Philippe Fam, président de l'Entente Le Chesnay Versailles. Merci également à Marie Dors, co-capitaine de l'équipe féminine première, donc l'équipe première féminine qui joue, donc je le rappelle, son prochain match samedi prochain, déplacement sur le parquet des Panthères de Mulhouse. On vous souhaite une bonne suite de saison, parce qu'elle est encore longue en National 2. Voilà, c'est la fin du 7-8. Merci de votre fidélité. On se retrouve dès demain pour une nouvelle édition. Belle soirée sur TV78.